Chers collègues, chers étudiants, je me réjouis particulièrement d'ouvrir ce colloque franco-polonais à l'occasion des 60 ans de la Constitution de 1958, en saluant en premier lieu les organisateurs, et tout particulièrement Nicolas Hoppé, qui a joué un rôle essentiel dans la mise au point de cet événement, et nos amis de Cracovie comme de Macerata, donc avec une belle manifestation comparatiste. Historien, je n'oublie pas que la liberté de la Pologne a toujours occupé une place toute particulière dans le débat politique français, depuis la caricature grinçante du grand Honoré Daumier en 1831, « L'ordre règne sur Varsovie ». Mourir pour Danzig, les mensonges historiques sur le massacre de Katyn, les espoirs nés dans toute l'Europe, avec les grandes grèves au chantier naval de Gdansk, ont marqué plusieurs générations, dont la mienne, chers amis. Et je me souviens des analyses lumineuses du grand médiéviste Bronisław Geremek, ami des médiévistes Jacques Le Goff et du journaliste Bernard Guetta. Aujourd'hui, on se doit la franchise entre amis, la préservation de l'état de droit, des libertés publiques, de l'indépendance de la justice et de la presse, et même de la liberté de faire de l'histoire, sans la confondre avec une propagande nationaliste, inquiète vos amis français et vous-même, je pense, on aura l'occasion sûrement d'en reparler. Se parler, réfléchir, travailler ensemble sur des objets scientifiques est sans doute l'un des meilleurs moyens de lutter contre toutes les dérives et toutes les incompréhensions illibérales qui montent dans notre Europe aujourd'hui. J'en viens à notre thème d'étude et d'abord au lieu qui nous abrite, ce Sénat issu des deux empires, seconde chambre, historiquement associée aux monarchies parlementaires, et qui cependant, depuis 1875, et de loi constitutionnelle, et avec ténacité depuis 1958, a su faire sa place en République. Rappelons-nous les vives critiques des radicaux, au premier rang d'entre eux Clémenceau, puisque nous sommes dans la salle Georges Clémenceau. Au début de la Troisième République, les attaques au vitriol de Gambetta puis de Clémenceau contre cet héritage inutile en démocratie, qui plus est pour une nation une et indivisible, hostile au fédéralisme et donc qui ne devait pas avoir de seconde chambre. Ce grand Conseil des communes de France, selon la formule bien connue de Gambetta, a su s'adapter, se convertir à la majorité républicaine contre l'ordre moral de MacMahon dès janvier 1879, victoire municipale de 1878 oblige, puis former cette haute assemblée crainte des ministères, singulièrement, et là je n'évoque pas l'affaire Benalla, cher Jean-Pierre, singulièrement dans l'entre-deux-guerres, et particulièrement pour la gauche, du cartel d'Édouard Herriot au Front populaire de Léon Blum. Cette attitude, trop souvent conservatrice dans l'entre-deux-guerres, hostile à bien des réformes, y compris les réformes de l'enseignement de notre cher Jean Zay, a nourri des reproches de Jean Zay lui-même, le captif, dans Souvenir et solitude, de Marc Bloch, dans L'étrange défaite, de Léon Blum, dans À l'échelle humaine, de Jules Jeanneney, dans ses réflexions et projets constitutionnels transmis au général de Gaulle durant la Seconde Guerre mondiale par l'intermédiaire de René Brouillet, ce normalien qui savait écrire, conseiller d'État, ami de Cagne de Pompidou et tout aussi intime de Michel Debré. Être ami avec Michel Debré et avec Georges Pompidou en même temps, comme on dit aujourd'hui, c'était une forme d'exploit chez les gaullistes. Nous y voici. La nouvelle Constitution, exposée place de la République le 4 septembre 1958, 88 ans jour pour jour après la chute du Second Empire. Elle vient de loin, elle puise à de multiples sources convergentes depuis la débâcle de juin 40. L'idée de rationaliser le parlementarisme, dévoyé entre 1919 et 1939, est alors largement partagée. Des héritiers de droite de Clémenceau, André Tardieu et sa République à refaire, Georges Mandel, victime de la milice de Vichy comme Jean Zay après le débarquement de 1944, jusqu'à Mendès France, défenseur du contrat de législature à l'anglaise, le modèle bien sûr parlementaire. Mais aussi des anticonformistes des années 30, singulièrement autour du mouvement X-Crise, de polytechniciens, d'ingénieurs, qui militent de longue date pour un système politique plus efficient, plus rapide, plus stable, plus respectueux de la volonté populaire, sans retournement de majorité à mi-mandat,
par conjonction des centres, comme on disait en 1926 ou en 1938. Vous l'aurez noté, ces réflexions ont repris une vibrante actualité en autant d'affirmations, de dépassement du clivage prétendument obsolète, droite-gauche, et de gouvernement de fait par les élites coagulées de la technocratie et de l'économie. Ce moment Macron, si moderne, qu'il emprunte beaucoup au moment Guizot, cher à Pierre Rosanvallon. Dès 1934, avec la révision constitutionnelle tronquée du gouvernement d'union nationale de Gaston Doumergue, puis en 1944, avec le gouvernement provisoire de la République française, la volonté de renforcer l'exécutif pour assurer l'efficacité de l'action publique est donc dans l'air, mais elle se heurte à la résistance des partis reconstitués, avec le paradoxe qu'en grand préfet de la République, Jean Moulin, est en même temps à l'origine et tragiquement victime, jusqu'au martyre, de ces deux mouvements opposés. Par sa formation, ses réseaux, son rôle personnel dans le renouvellement du corps préfectoral à la Libération, aussi par sa puissance de réflexion théorique fondée sur les écrits de Carré de Malberg, puis par sa proximité avec le général de Gaulle, Michel Debré, je vais vous en dire quelques mots, mais rapidement, se situe au carrefour de tous ces mouvements dès 1944, où il travaille au service de Jules Jeanneney, ministre d'État, père de son meilleur ami Jean Marcel, à Matignon, pour servir de Gaulle, enfin en tant que dernier garde des Sceaux de la 4e République et comme Premier ministre de la République gaulienne. D'où viennent les idées constitutionnelles de Michel Debré? Saisi par l'angoisse de l'étrange défaite, Michel Debré, dans son cahier de notes manuscrites de l'été 1940, que j'ai pu consulter récemment aux Archives nationales, part du postulat que la France ne peut disparaître. Vaincue, meurtrie, elle continuera à rayonner, à orner de raies indépendantes le spectre lumineux des nations. Il n'y a plus beaucoup d'hommes politiques qui parlent comme cela. Le jeune conseiller d'État s'interroge sur les institutions politiques et administratives qui se prêtent le mieux au nouvel idéal français, et en particulier, mais je ne développerai pas, sur le cadre administratif hérité de Napoléon. Dès ses notes manuscrites griffonnées durant l'hiver 1940-41 à Clermont-Ferrand, où il est enseignant à l'université, Michel Debré rédige un plan de cours, comme le font tous mes collègues, que je fais moi-même, sur notre France, de l'État moderne, la France qu'il nous faut. Et il y note des idées, des maximes de bon gouvernement. L'État de la France est à la fois, l'État avec un E majuscule, est à la fois pléthorique et ataxique. Il a trop de corps et n'a pas assez de tête. Nous avons trop d'État pour ce que nous avons de gouvernement. Et encore, qualité d'homme d'État, des principes, de la passion, de l'imagination, du sens politique, ni avocat, ni mathématique de l'administrateur. Puis, conseiller d'Emmanuel Monique, secrétaire général de la résidence au Maroc en 1941, il tranche en faveur d'une réelle séparation des pouvoirs. Il faut remplacer la primauté du législatif par celle de l'exécutif. Il faut donner à l'exécutif la continuité, la compétence, l'autorité, et remettre le législatif à sa place normale, soupape éventuelle contre l'arbitraire, contrôleur des dépenses publiques, enfin pépinière d'hommes politiques. Membre du mouvement Ceux de la Résistance et du comité général d'études qui doit proposer les mesures immédiates et les changements de personnel administratif en vue de la libération, Michel Debré envisage les fondements de la Nouvelle République afin de tourner la page du gouvernement d'Assemblée et de suggérer la procédure idoine pour associer le peuple à la révision des lois constitutionnelles de 1875, problème que Michel Debré a déjà analysé dans sa brochure « Refaire la France », projet qu'il reprend en 1944 dans le dernier des cahiers politiques paru dans la clandestinité. Enfin, dans sa note sur la future constitution du 2 janvier 1956, Michel Debré conseille au général de Gaulle de suivre sur le choix du président du Conseil les idées suggérées par le président Jeanneney, je cite, qui a envisagé un système auquel je me rallie. Le président de la République choisit, et choisit seul, le président du Conseil. Mais la Chambre des députés est appelée, avant toute constitution de gouvernement, à ratifier le choix fait par le président de la République. Choix des ministres postérieurs. Ces dispositions présentent le grand avantage de différencier nettement les responsabilités et de marquer la responsabilité solidaire de tous les membres du gouvernement. L'échec de la réforme constitutionnelle, le départ du général de Gaulle du pouvoir,
provoque l'entrée au forum de ce haut fonctionnaire, désormais convaincu que pour peser sur le destin de son pays, il faut s'engager en politique, que la nouvelle élite forgée dans les rangs de la résistance conduise le changement nécessaire. Michel Debré, donc, face à la montée des périls, dans son journal dès 1936, notait « Je suis comme tout Français, obsédé par la politique, obsédé par ce que l'avenir nous réserve ». Parlions de l'avenir du pays tout à l'heure avec l'ami François Prié. Cherchant la plus petite preuve d'espoir et m'en méfiant aussitôt. Nous sommes mal gouvernés alors que nous pourrions l'être bien. J'hésite à me lancer dans cette vie politique. Pourtant, il y a un apostolat, celui de la France, de la liberté, de la paix, de l'égalité, du bon sens et de la logique. Depuis Michel Debré, qu'est devenu le Sénat, boycotté par les principaux ministres, après l'accusation de forfaiture proférée par son président Gaston Monnerville lors de la révision référendaire de 1962, menacé en avril 1969 de fusion avec le Conseil économique et social par le projet d'un fils de président du Sénat, Jean-Marcel Jeanneney. Le Sénat a même pu rêver d'imposer un modèle plus parlementaire, plus équilibré, incarné par la candidature de son président, Alain Poher, au présidentiel de mai 1969. Son rôle de défenseur des libertés a été, on le sait, facilité par la réforme de 1974 de Valéry Giscard d'Estaing sur la saisine du Conseil constitutionnel. En 1981, il a retrouvé une fonction d'opposition, parfois brutale ou systématique, à la nouvelle majorité présidentielle, sous la férule de Charles Pasqua. Enfin, en 2011, il a connu sa première alternance sous la Ve République, certes éphémère, puisque close dès 2014, mais qui a, me semble-t-il, écarté le reproche assez injuste de Lionel Jospin de constituer une sorte d'anomalie en démocratie. De même, les vagues de décentralisation, les craintes de déménagement des territoires périphériques non métropolitains, dont on parle beaucoup aujourd'hui, peuvent renforcer sa mission de défenseur des libertés, en particulier des libertés locales, y compris en articulation avec le Parlement européen. De toutes ces questions, des 50 ans de notre Constitution, de la comparaison avec les textes polonais, nous allons discuter toute cette belle journée et je remercie l'ensemble des intervenants, les organisateurs et également les étudiants présents en très grand nombre dans ce lieu magnifique. Merci à vous.